Bonjour à tous, c'est Alexandre au Québec. Aujourd'hui, je réponds aux questions d'internautes qui m'ont sollicité via Facebook. Alors pour commencer, on a Nico qui nous demande la charge de travail des ambulanciers paramédics, le rythme de travail et les pauses repas s'il y en a. Donc Nico, comment ça fonctionne au niveau du rythme de travail? Tu le sais, mais vous le savez aussi, ceux qui me suivent, il y a deux grands, on va dire, rythmes de travail possibles au Québec. Soit le 7-14, dans ce cas-là, on travaille une semaine et on est une semaine repos ensuite, où pendant ce temps-là, on peut faire bien sûr des heures supplémentaires au volontariat. Soit on est ce qu'on appelle à l'heure, c'est-à-dire en 12 heures, et dans ce cas-là, eh bien, on va faire des horaires où on va commencer à une certaine heure le matin, puis généralement 12 heures plus tard, on termine notre quart de travail. Il peut y avoir vraiment toutes les heures, mais pour prendre exemple sur Rouyn-Noranda, qui est la plus grande ville de la région dans laquelle je travaille, on a 4 ambulances dites de jour et 2 ambulances de nuit. On a une ambulance qui fait 6h, 18h, une ambulance qui fait 6h30, 18h30, une autre qui fait 8h, 20h, et une autre qui est un petit peu plus décalée vers la soirée, qui fait 10h30, 22h30. Ensuite de ça, la nuit, on a deux véhicules, celui qui fait 18h, 6h du matin, et celui qui fait 20h, 8h du matin. Donc à partir de 22h30, il n'y a plus que 2 ambulances de nuit jusqu'à 6h du matin, où il commence à y avoir les premières rotations de jour. Pour la charge de travail, naturellement, ça dépend des secteurs. On a des secteurs qui sont très éloignés, où il n'y a pas beaucoup d'appels, on peut avoir peut-être 1 ou 2 appels dans la semaine. Puis on en a d'autres où c'est beaucoup plus, on va dire, fourni au niveau des interventions. Et comme des villes comme Rouyn-Noranda ou Amos, même s'il y a du 7-14 là-bas, même si c'est de la faction, on peut facilement, par ambulance, avoir entre, on va dire, 2, 3 jusqu'à 5, 6 appels par jour par ambulance. Ça, c'est quand même des secteurs qui ont tendance à bouger beaucoup plus. Concernant les pauses repas, pour le 7-14, la question ne se pose pas vraiment puisque vous vivez à la caserne pendant une semaine. Donc les repas, vous les prenez quand vous voulez. Bien sûr, ça peut sonner n'importe quoi au niveau de la radio, donc ça peut sonner au milieu du repas. Ça, c'est le même fonctionnement que pour des pompiers, on va dire, en France. Sur le 12 heures, il y a des heures fixes pour le repas. Donc en général à l'heure médiane du quart de travail. Par exemple, je dis une bêtise, si vous faites 6h30, 18h30, votre heure de repas est à midi et quart. Si vous faites 10h30, 22h30, votre heure de repas est à 16h15. Vous avez toujours une demi-heure de repas plus 15 minutes de déplacement. Donc vous avez 45 minutes en tout qui est alloué pour, on va dire, le repas en tant que tel. Donc vous pouvez être dérangé éventuellement durant ces périodes-là. Si jamais vous avez une intervention qui tombe et vous êtes la seule équipe qui était, on va dire, disponible même si vous mangiez, dans ce cas-là, votre période de repas va être reprise une fois que vous allez revenir de votre intervention, par exemple. Évidemment, vous n'êtes pas censé être affecté si jamais vous mangez, vous n'êtes pas censé être affecté sur une intervention, mais ça peut arriver si par exemple vous avez toutes les autres ambulances qui sont occupées quelque part, puis vous êtes la seule ambulance, on va dire, qui n'est pas sur une intervention. Ensuite, Nico nous demande de préciser les avantages et les inconvénients entre le 7-14, justement l'horaire de faction, et le 12 heures qui est l'horaire à l'heure. Donc Nico, la différence, on l'a vu là, en 7-14, on vit à la caserne où ceux qui habitent dans les 5 minutes de la caserne peuvent rester le temps de leur garde chez eux. Versus quand on est en 12 heures ou à l'heure, les deux paramédics sont dans l'ambulance et donc vont directement aller
sur l'appel en cas de besoin. Donc le pour et le contre, il se tient pas mal là, le fonctionnement en soi de la garde, donc être chez soi à la maison ou être dans le véhicule pendant 12 heures, puis naturellement le temps en réponse, c'est aussi la principale différence entre les deux systèmes. En 7-14, on estime environ le temps de mise en route en fonction de est-ce que les deux paramédics sont à la caserne ou est-ce qu'ils sont chez eux. On estime environ à une dizaine de minutes. Versus une ambulance qui est en 12 heures va avoir une mise en route qui est immédiate. Donc c'est sûr que pour certaines interventions qui sont chronodépendantes, les arrêts cardiaques, les traumatismes majeurs, certaines interventions, des accouchements compliqués, etc., ça peut faire une réelle différence de pouvoir avoir une ambulance qui est à l'heure versus une ambulance de faction. Pour le paramédic en soi, ça dépend pas mal de chacun. Certains vont trouver vraiment un avantage à pouvoir vivre dans la caserne pendant une semaine et être totalement on va dire totalement pris en charge, on va dire all inclusive, tout inclus à la caserne. Puis d'autres évidemment vont plus regarder du côté de la vie de famille, puis trouver qu'il y a moins d'avantages plutôt que de rentrer chez soi tous les soirs, même si c'est à 22h30. Donc là c'est quelque chose qui appartient à chacun au niveau de l'organisation personnelle et de la vie privée. Alors pour rebondir sur les horaires de faction, parce que Nico a précisé, je crois qu'en suivant l'actualité, que les horaires de faction sont en voie de disparition car trop contraignants. Oui et non. L'horaire de faction, c'est un horaire qui a été mis en place dans les années 80, qui devait être temporaire, pour pallier justement à la difficulté de couvrir le territoire avec un nombre suffisant de paramédics. Depuis, c'est sûr que l'horaire de faction s'est pas mal éternisé et aujourd'hui en 2022 on a encore une grosse majorité des secteurs qui sont quand même en 7-14, qui sont quand même avec un horaire de faction. Donc oui, progressivement, peu à peu, on arrive à transformer certains horaires de faction en horaires à l'heure, mais ça reste le ministère qui gère ces transformations-là, avec des critères qui leur sont propres et qui sont pas toujours très transparents. Donc parfois il y a une petite opacité qui nous permet pas de pouvoir affirmer que tel secteur a les critères réels pour passer d'un horaire de faction à un horaire à l'heure. Maintenant, il y a également ce qu'on appelle les horaires core flex. Les horaires core flex, c'est des horaires qui sont à la fois des 7-14 et à la fois des horaires à l'heure. Donc par exemple, vous allez avoir 12 heures, par exemple, entre 8h et 20h, vous allez être une ambulance à l'heure. Vous allez être dans le véhicule à un point d'attente dans la ville, mais entre 20h et 8h, vous allez être un 7-14, donc vous allez rentrer chez vous, ou vous allez être à la caserne en train de dormir, puis vous pouvez être appelé à n'importe quel moment pour aller sur une intervention. De plus en plus, on voit que le ministère transforme certains horaires de faction en horaires core flex plutôt que de le transformer en horaire à l'heure. Ça, bon voilà, on va voir dans le futur si on arrive à avoir plus d'horaires à l'heure, mais c'est encore difficile. Alors la prochaine question est quand même intéressante, là on nous demande, toujours Nico, est-ce qu'il y a beaucoup de dépassements d'amplitude quand on travaille 12 heures? Est-ce qu'on est souvent amené à dépasser ces 12 heures? Si la hiérarchie accorde des jours de repos en fonction de la journée qui s'est passée, intervention traumatisante ou dépassement d'amplitude trop importante, ou accorde des aménagements de planning si rendez-vous médical, etc. Là-dessus, dans le fond, il y a plusieurs points. Est-ce qu'il y a beaucoup de dépassements d'amplitude quand on dépasse 12 heures? Non, pas régulièrement. Là. C'est pas à chaque fois que vous allez travailler 12 heures qu'il va y avoir des dépassements. Mais là encore, je dirais, ça dépend des secteurs. On sait que les secteurs comme Montréal et Québec sont beaucoup plus difficiles à travailler, puis les espérances professionnelles de vie dans ces secteurs-là sont assez courtes. Justement parce que il n'y a aucune possibilité de prendre son repas à l'heure ou de le prendre tout court. Et quasiment à chaque quart de travail, vous allez terminer en heures supplémentaires. Pour la vie de famille, etc., vie personnelle, c'est très difficile. Par contre, dans des secteurs comme ici, en Abitibi-Témiscamingue, dans la région, on arrive quand même à finir nos quarts de travail relativement à l'heure. Donc, pour la première question, je dirais que ça dépend
du secteur, mais de manière générale, on arrive quand même globalement à finir à l'heure. Est-ce qu'il y a la hiérarchie accorde des jours de repos? Ça, déjà d'emblée, la hiérarchie accorde pas de jours de repos. C'est vraiment accorder un jour de repos à un paramédic, ça va supposer, à cause de la pénurie de personnel, de fermer une ambulance. C'est-à-dire que ici, par exemple, dans un secteur comme Matagami, on est à 2 heures de l'ambulance la plus proche, 1h30, 2 heures environ. Si on ferme cette ambulance-là, la 8743, ça suppose que le secteur de Matagami n'a plus d'ambulance et que s'il y a un arrêt cardiaque, s'il y a quoi que ce soit, n'importe quel type d'intervention, l'ambulance va mettre environ 2 heures à intervenir. Puis à Amos, c'est des horaires de faction, donc il faut aussi le temps qu'ils se mettent en route de chez eux, ça peut être assez long quand même. Alors accorder en fonction de la journée qui s'est passée, ça c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir 8 heures entre deux quarts de travail. Donc si vous avez fait du temps supplémentaire au point d'arriver à, je vous dis un exemple, au lieu de 20 heures, mettons, vous débordez jusqu'à 1 heure du matin parce qu'il y a une autre ambulance qui est fermée ou parce que vous avez fait un transfert de très longue distance, etc. 1 heure du matin et que vous deviez commencer à 8 heures le lendemain, ben ça va pas être possible. Vous devez avoir 8 heures de repos. Donc on va vous demander de prendre votre quart de travail qu'à 9 heures au lieu de 8 heures par exemple. Mais finir à 20 heures et finir réellement à 1 heure du matin, je vous avoue que c'est extrêmement rare. Et puis souvent ce qui peut se passer, c'est que si jamais effectivement il y a par exemple un sauvetage et que ça s'enligne pour être très très long, et bien il va y avoir une autre ambulance qui va être envoyée pour pouvoir éviter que l'équipage termine en heure supplémentaire. J'en profite pour évoquer avec vous le principe des 16-8 et des 24-8. En quoi ça consiste? En fait, le 16-8, si vous n'avez pas eu 4 heures de repos consécutives dans votre période de 16 heures, votre véhicule va être fermé pendant 8 heures. Vous allez être de repos pendant 8 heures. Le 24-8, même principe, si vous n'avez pas eu 8 heures de repos consécutives sur votre période de 24 heures, votre véhicule va également être fermé 8 heures. Donc pendant ce temps-là, bien sûr, vous êtes de repos, vous laissez votre radio fermée et donc vous n'êtes pas affecté sur des appels. Pour ce qui est des interventions dites traumatisantes, là aussi, il y a des prises en charge qui peuvent être faites. On va tout simplement faire un arrêt de travail, en fait, la durée qui va être évaluée par le médecin. Et dans ce cas-là, effectivement, ben, voilà, vous n'avez pas besoin de vous présenter au travail dans ce cas-là. Il y a tout un tas de dispositifs là justement pour ce qui est de la santé psychologique des intervenants, des paramédics. On a un programme d'aide aux employés notamment avec des heures de consultation qui sont prépayées par l'employeur. Selon vos besoins, vous pouvez avoir un suivi de, mettons, un premier 6 heures de bloc, 6 heures de suivi psychiatrique ou psychologique, et ensuite peut-être avoir la possibilité d'être référé à des professionnels qui vont être plus adaptés à votre situation. Ça, c'est possible. Vous avez également des pairs aidants, ce qu'on appelle des sentinelles chez des Sercom, qui sont formés également à la prise en charge, au désamorçage des situations dans les premières heures qui vont arriver. Par rapport à votre intervention. Vous avez la supervision également qui peut se déplacer sur des interventions où vous êtes susceptible d'être vulnérable au niveau psychologique et psychiatrique. Mais c'est sûr que le long de votre formation, vous êtes quand même formé à faire face aux situations psychologiques diverses et variées. Donc normalement, vous êtes outillé pour pouvoir faire face aux interventions aussi traumatisantes soient-elles. Les aménagements de planning en cas de rendez-vous médicaux, ça c'est pareil, là c'est à gérer avec la hiérarchie. Normalement, il peut pas vraiment y avoir d'aménagement de planning parce que ce serait bien trop compliqué avec le peu de paramédics que nous sommes. En revanche, vous avez quand même votre horaire assez longtemps à l'avance pour pouvoir prévoir une date qui soit adéquate là sur vos jours de repos. Donc là-dessus, on a quand même suffisamment de visu pour pouvoir prévoir ça.
Alors la question suivante, c'était la qualité de vie des paramédics par rapport au salaire. Comment est la qualité de vie? Ça dépend parce que vraiment, selon les personnes, moi je peux estimer avoir une très bonne qualité de vie. Là, c'est ce que j'estime actuellement par rapport en France. Là, il y a pas photo. Ma qualité de vie s'est très 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 nettement améliorée. Par contre, c'est sûr que peut-être que par rapport à d'autres, ils pourraient estimer que non, la qualité de vie est pareille ou inférieure. Ça dépend vraiment de chacun. Moi, j'estime que, en tout cas, au niveau salaire, c'est sûr que clairement, ça, on peut le dire, tu doubles ton salaire en venant ici. Par contre, c'est sûr que voilà, le Québec est pas forcément non plus fait pour tout le monde. Le Canada, l'expatriation de manière générale est pas faite pour tout le monde. Et certains, vont trouver que la qualité de vie va être plus liée par rapport à, par exemple, la proximité avec sa famille ou avec ses amis. Dans ce cas-là, c'est sûr que voilà, ça pourrait être un frein. Ça demande d'avoir un mental qui est assez solide. Ça demande d'avoir quand même une faculté à s'adapter rapidement à un nouveau milieu. Donc, moi, personnellement, je te dirais que la qualité de vie en tant que paramédic, elle est très correcte. On est très chanceux, je trouve, à l'heure actuelle. Maintenant, je suis obligé d'avouer que ça va dépendre de chacun. On me posait la question également de savoir s'il y a un suivi psychologique après des interventions traumatisantes. Donc oui, bien sûr qu'il y a un suivi. Là, les paramédics ne sont pas laissés à eux-mêmes. On a vraiment tout un tas de dispositifs avec l'employeur, avec le PAE, le programme d'aide aux employés, avec les sentinelles, avec la supervision, avec vraiment tous ces outils-là sont mis à notre disposition. On a également la solution de dialogue qui permet d'avoir accès à de la télémédecine. Donc pour parler avec un médecin, infirmier, etc. Là, c'est vraiment très facile d'accéder à cette plateforme et des Sercom offrent cette possibilité-là à ses employés. Alors on nous demande également quelles sont les revendications des paramédics au gouvernement et pourquoi sont-ils en grève. Ça c'est dans le fond parce que nos conditions de travail sont reprises dans une convention collective, un petit peu comme en France, et cette convention elle a une durée très limitée qui est de 4 années. Donc au bout de 4 années, on doit repartir en processus de grève pour obtenir de tout le temps de meilleures conditions de travail, donc un meilleur salaire principalement, puis aussi l'abolition de certains horaires de faction. Donc à chaque fois, c'est à peu près les mêmes revendications. Puis ça porte toujours sur le salaire, puis l'abolition de certaines casernes qui sont en horaire de faction. Donc on veut faire passer en horaire à l'heure. Ça c'est toujours comme ça. On a un certain nombre de moyens de pression qui vont avec ça. Et c'est pour ça qu'on est pas mal visible là-dessus. Ça concerne notamment les épaulettes. Là, je les ai pas pour cette vidéo-là, mais normalement on a des épaulettes orange fluo, on a des autocollants, des stickers sur les casernes, sur les ambulances, etc. Donc en gros voilà, c'est pour ça tous les 4 ans globalement on est toujours une petite période où on est en grève pour obtenir de meilleures conditions de travail. Dernière question de Nico, dans le fond la pénurie d'ambulances au Québec, est-ce qu'elle entraîne au niveau des paramédics, est-ce qu'il y a des régions plus touchées que d'autres? Donc il y a plusieurs petits points, c'est-à-dire que la pénurie c'est surtout ce qui concerne la main d'œuvre, c'est surtout ce qui concerne les paramédics en eux-mêmes. Ce que ça entraîne c'est que ton téléphone va sonner toute la journée et toute la nuit pour te proposer du temps supplémentaire principalement. Ce que ça entraîne en deux également, c'est pas mal de hors secteur en fait. C'est-à-dire que par exemple une ambulance dans un secteur X va devoir aller couvrir un plus gros secteur que la normale parce que l'ambulance du secteur voisin est fermée faute de paramédics en nombre suffisant. Ce qu'il peut y avoir également, c'est du déploiement dynamique. Dans des secteurs où il va y avoir par exemple plusieurs ambulances, il y a peut-être une de ces ambulances qui va se déplacer sur le secteur voisin en cas d'appel. Donc elle va se déplacer concrètement au début de son quart de travail en cas d'appel sur ce secteur-là, précisément. Donc ce que ça peut avoir comme conséquence, bien sûr, au niveau des paramédics, c'est indirectement, c'est sûr, une plus grande
une plus grande possibilité d'aller se promener à droite et à gauche, mais bien sûr ça reste de manière tout à fait volontaire là pour aller couvrir des secteurs où il manque de monde. Ensuite, on a la pénurie de véhicules en soi, alors un véhicule en lui-même. Là, on sait au niveau mondial, il y a eu des problématiques au niveau des puces, au niveau de la disponibilité de véhicules neufs, etc., etc. Ce que ça entraîne, c'est que les véhicules qui normalement devraient aller à la réforme, là, après un certain kilométrage ou un certain nombre d'années, eh bien, se retrouvent finalement encore sur le terrain et au lieu de les envoyer simplement comme des véhicules de formation ou les envoyer, les revendre à des services de premiers répondants ou autres, eh bien on va plutôt les conserver sur la route en réparant ce qui doit être réparé. Aussi, il y a un moteur par exemple qui casse, plutôt que d'acheter un nouveau véhicule, on va plutôt reconstruire le moteur en question. C'est ce qui entraîne notamment voilà, cette pénurie. Des régions plus touchées que d'autres, eh bien, vous êtes dans la région la plus touchée par le manque de paramédics, et le manque de main-d'œuvre et le manque de véhicules. C'est bien sûr l'Abitibi-Témiscamingue. On a d'autres régions qui peuvent être touchées pour d'autres raisons, comme Montréal, où effectivement il manque généralement comme 50% des effectifs, jusqu'à 50% pour certains quarts de travail. Ça, c'est dû au fait que donc les gens dans le secteur comme Montréal sont rapidement ce qu'on appelle brûlés, c'est-à-dire vraiment en burn-out. C'est-à-dire que vous commencez votre quart de travail, vous avez déjà 5, 6 appels, 7 appels, même plus, sur votre ordinateur en attente pour vous, juste pour votre ambulance, là, et vous multipliez ça à l'échelle là, de Montréal là, avec une centaine d'ambulances sur le quart de travail. Donc très rapidement, vous avez des étages à monter, vous avez des patients évacués, vous avez tout est fait pour que vous ne forciez pas avec le matériel qu'on a aujourd'hui. Mais malheureusement, voilà, c'est moralement ne pas pouvoir prendre de repas, ne pas pouvoir le prendre à l'heure, devoir systématiquement finir en heures supplémentaires, etc. C'est des secteurs très éprouvants. Ça, je parle vraiment pour Montréal, pour Québec, pour ce genre de ville. Mais vous avez tous les autres secteurs sont en pénurie de paramédics à cause du manque de main-d'œuvre et pas forcément à cause des conditions de travail. Alors Kevin demande quelle est l'origine des délais dans les services d'urgence. On l'a vu effectivement dans l'actualité, on a une problématique au niveau de certains secteurs où les ambulances doivent attendre un certain temps avant d'avoir la possibilité de transférer leurs patients à l'équipe de l'hôpital. Dans le fond, c'est un petit peu la même problématique qui existe pour nous et à l'hôpital, c'est-à-dire la disponibilité du personnel, le manque de personnel, fait en sorte que effectivement vous allez avoir très peu de personnel disponible pour recevoir la responsabilité du patient en fait. Donc vous allez avoir la problématique suivante, c'est qu'il y a des ambulances qui vont arriver à l'urgence et qui vont devoir attendre. Pendant ce temps-là, il y a une deuxième ambulance qui se rajoute, et une troisième, et une quatrième, et une cinquième. Puis le temps que met l'infirmière à trier à la fois ce qui arrive par les ambulances, puis à la fois ce qui arrive par les gens qui se présentent d'eux-mêmes dans le service, forcément, c'est pas assez rapide pour permettre de traiter les patients de manière rapide et optimale. Donc le délai qu'il y a, effectivement, c'est ça. Là, on peut avoir, pas dans notre région ici, parce qu'on n'a pas assez d'ambulances pour créer une tension vraiment au niveau des services d'urgence, mais vous pouvez avoir effectivement certaines villes, Montréal ou autres, là où l'ambulance va rester peut-être plusieurs heures là pour attendre de transférer son patient. Également, Kevin nous demandait la différence entre les soins basiques et soins avancés. Donc, au Québec, nous avons deux niveaux de soins chez les paramédics. On a les paramédics de soins primaires et on a les paramédics de soins avancés. La différence, les paramédics de soins primaires, tout le monde commence par là. Tu peux pas arriver puis être directement soins avancés. Soins primaires, ça consiste en la formation de 3 années au cégep, comme maintenant vous connaissez le principe depuis le temps qu'on en parle effectivement sur Facebook puis avec ces vidéos-là. 3 années avec de tout, là, des cours généraux comme du français, de l'anglais, de la psycho, de la socio, de la philo, etc. Puis des cours techniques, médicales, trauma,
conduite d'urgence, situation exceptionnelle, etc., etc. Vous avez donc ces deux types de cours-là pendant 3 années, puis à la fin, vous avez un diplôme d'études collégiales, vous passez votre examen du ministère de la Santé et vous devenez paramédic en soins primaires. Avec ce statut de paramédic en soins primaires, vous pouvez déjà prendre en charge toutes les situations cliniques qui se présentent à vous avec un champ de compétences qui est quand même très très vaste. Vous faites des électrocardiogrammes, vous intubez, vous servez de CPAP, de BiPAP, vous passez un certain nombre de médicaments, glucagon, naloxone, aspirine, nitroglycérine, salbutamol, etc., épinéphrine, etc., etc. Vous avez quand même une centaine de protocoles qui sont en train d'être transformés pour donner encore plus de latitude clinique aux paramédics. Bref, vous êtes quand même on va dire un généraliste au niveau préhospitalier qui peut prendre en charge n'importe quelle intervention. Pour les soins avancés, c'est un petit peu différent. Un soin avancé, on demande en préalable, en prérequis, d'avoir au moins 2 ans d'expérience en soins primaires, puis ensuite de pouvoir avoir une recommandation de son employeur et d'avoir un dossier clinique qui soit favorable. C'est-à-dire que toutes nos interventions, quand on utilise notre moniteur défibrillateur semi-automatique, c'est-à-dire toutes les interventions quasiment, enregistrent l'audio. Il y a l'assurance qualité qui arrive derrière pour s'assurer que les protocoles ont bien été exécutés, que les critères étaient là, etc., etc. Donc votre dossier clinique, si vous avez toujours bien fait votre travail, il devrait être nickel. Donc en plus de votre dossier clinique, on demande une référence, donc une recommandation de l'employeur pour être sûr que ce soit quand même des gens avec un certain profil qui arrivent dans cette formation. La formation en elle-même, c'est 2 ans à l'université. Donc ça coûte un certain montant, là. Les frais universitaires, c'est pas pareil qu'au cégep. On n'est pas à 170 $ de la session, là. On est plus aux alentours de un peu plus de 40 000 € pour les 2 ans, là. Donc c'est pas mal plus pesant, on va dire. Par contre, effectivement, dans l'université, pour les soins avancés, vous allez avoir des cours beaucoup plus poussés en matière de pharmacologie, en matière d'anatomopathologie, en matière de physiologie, etc., etc. Sorti de là, vous allez être paramédic en soins avancés, vous allez pouvoir faire des gestes techniques et des soins techniques qui vont être très pointus. Moi, je prends toujours le parallèle en disant, c'est peut-être des choses que vous allez faire une fois dans votre carrière, décompresser un pneumothorax à l'aiguille, pratiquer une cricotomie, tout un tas de gestes où si la nécessité se présente, c'est que c'est vraiment une situation qui paraît exceptionnelle. C'est pour ça que les soins avancés sont surtout présents dans les zones où on a un gros bassin de population. Dans Montréal, l'Estrie, le Saguenay maintenant. C'est pas dans toutes les régions qu'il y a ça. Puis c'est pas nos supérieurs hiérarchiques. Là, c'est vraiment une complémentarité au niveau clinique. Toutes les situations peuvent être prises en charge par des paramédics en soins primaires. Mais parfois, le soins avancés a on va dire une utilité clinique, notamment dans la recherche, notamment sur certaines pathologies très pointues. On peut mettre en place un défibrillateur implanté, un pacemaker externe, peut faire un certain nombre de choses effectivement qui peuvent faire la différence, mais généralement c'est quand même assez pointu. C'est des paramédics qui s'auto-affectent sur les appels, sur lesquels sur lesquels ils estiment qu'ils peuvent avoir un intérêt. Donc c'est un petit peu différent des paramédics en soins primaires. Alors Kevin nous demande de faire un parallèle avec les USA. Kevin, je ne sais pas exactement ce que tu veux comme parallèle, sur quel niveau. Est-ce que c'est dans la prise en charge, dans l'organisation, dans le système de santé, etc. Fait que je dirais avec les USA, c'est pas mal très différent parce que chaque pays qui utilise des paramédics, le paramédic au Canada n'est pas le même qu'aux États-Unis, n'est pas le même qu'en Suisse, n'est pas le même qu'en Australie, en Angleterre, etc. On a tous des niveaux et des organisations différentes en tant que paramédic.
Donc, il faut bien se dire que bon, souvent, beaucoup de monde, là, une des premières questions qui arrive, bon, c'est les équivalences. Est-ce que mon diplôme va être reconnu autre part? La réponse qui est à 100% celle qui est donnée, c'est ça dépend. Ça dépend, puis 100% du temps, c'est pas l'ensemble qui est reconnu. Peut-être que si vous allez aux États-Unis puis que vous allez demander une équivalence pour votre licence dans un État, on va vous dire bon, vous reconnaît pas en tant que paramédic. Par contre, c'est vrai que bon, vous avez déjà une expérience, etc. Donc peut-être qu'on va vous faciliter un tout petit peu les choses en vous dispensant de certaines choses, en vous dispensant de peut-être certains modules, certains cours. Mais ça s'arrête là. Au niveau des interventions en elles-mêmes, bon, ça reste effectivement relativement similaire. Les prises en charge sont sur les mêmes types de protocoles que les Américains. Donc effectivement, on retrouve des principes clés comme la Golden Hour ou ce genre de choses. On intervient de la même manière là avec des ambulances qui sont, on va dire, organisées un petit peu différemment. Comme eux, bon, ils ont les EMT. Les Emergency Medical Technicians, les techniciens médicaux d'urgence, pour ceux qui ne parlent pas anglais. On a les niveaux basiques, intermédiaires et paramédics, mais certains États ont d'autres types de niveaux, comme les Advanced EMT, un certain nombre de niveaux. Les niveaux ne sont pas forcément les mêmes selon les États. Nous, on est tous paramédics. Seulement, on a un niveau de soins qui n'est pas tout à fait pareil. Là, on en a 2 au Québec, niveau de soins primaires et avancés. Dans d'autres parties du Québec, on a le niveau soins critiques en plus, qui permet de faire du transport aéromédicalisé. Mais voilà, c'est très différent parce que les USA en eux-mêmes sont déjà différents entre les États, entre les comtés, etc. On a des paramédics ou des EMT qui viennent des services incendies, qui viennent des hôpitaux, qui viennent des fois même de volontaires, etc. C'est très différent. Hein. Voilà, j'espère vous avoir donné des réponses satisfaisantes, en tout cas pour toutes ces questions. Si vous avez d'autres interrogations, d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes, vos questions là via le groupe Facebook, la Paramédic entre France et Québec. Je vous répondrai avec plaisir dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo d'Alex au Québec. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si celle-ci vous a plu. Également, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications en cliquant sur la cloche. Et bien sûr, à partager votre vidéo préférée à tous vos amis et à vos contacts. Allez, bye bye!